La faculté de Common Law de l'Université d'Ottawa se démarque par son approche innovatrice envers l'enseignement et la recherche et son engagement institutionnel envers la justice sociale. Sa communauté d'étudiants, de professeurs, de membres du personnel et de diplômés est vibrante, accueillante et stimulante. Comme étudiant de première année à la faculté de droit, vous faites maintenant partie de cette communauté. Bienvenue et bravo d'avoir choisi d'étudier le droit ici. Je m'appelle Anne Levesque. Je suis professeure adjointe au programme de Common Law français à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Je suis aussi diplômée du programme. J'ai le grand privilège d'avoir été confiée la tâche très importante d'aider à vous accueillir, les étudiants de droit de première année, cette année à la faculté. Cette série de balados-diffusion vise à vous initier à cette nouvelle communauté dont vous faites maintenant partie, à découvrir la panoplie d'opportunités qui s'offrent à vous et à connaître certaines personnes qui vous aideront à vous épanouir lors de vos études de droit. Bienvenue. Donc, pour le balado d'aujourd'hui, ce balado est organisé en collaboration avec la section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Je tiens à remercier notamment la professeure Sophie Thériault, qui est vice-doyenne aux études de la Faculté de droit, section de droit civil, qui m'a aidé à coordonner cette entrevue avec la professeure Anne-Françoise Dubruche, une experte en droit comparé. Donc, l'objectif de cette balado, ce sera d'initier les étudiants aux différences entre le droit civil et la common law. Et à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, nous sommes très choyés parce que nous avons ces deux sections physiquement dans notre faculté. Donc, notre invitée spéciale d'aujourd'hui, c'est justement la professeure Anne-Françoise Dubruche, qui est une experte, comme je l'ai mentionné, en droit comparé. Elle a fait son LLL à Liège, en Belgique, et ensuite, elle a étudié la common law, où elle a obtenu son LLB à l'Université de Moncton. Elle est ensuite retournée pour faire son doctorat à l'Université de Liège, en Belgique. Elle a rédigé une thèse en droit comparé et elle a obtenu le prix du Canada de l'Académie internationale de droit comparé pour sa thèse. Et depuis ce temps-là, ses études, sa recherche porte sur les domaines de recherche du droit comparé privé, droit des biens en particulier. Et elle mène présentement une étude dont j'espère que peut-être elle va nous parler sur le droit comparé brésilien. Donc, bienvenue, professeur Dubruche, à notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Peut-être avant de commencer, pouvez-vous nous parler un peu de la section de droit civil? D'abord, vous êtes situé où? On est situé dans le même bâtiment que la section de common law, donc dans le bâtiment Fauteux. On partage nos locaux avec la section de common law. Parfait. Donc, pour nos nouveaux éditeurs de droit civil, je vais en profiter pour vous parler peut-être un peu du programme de Common Law français. Nous aussi, on est à Fauteux. Le corridor du programme de Common Law français est au 3e étage. C'est un peu difficile à trouver, mais si vous cherchez les micro-ondes, c'est là où il y avait des micro-ondes jadis. Je pense que les micro-ondes seront fermés avec la COVID. À chaque année, on accueille environ 90 étudiants pour étudier la common law, mais il y a aussi des programmes combinés où les étudiants font la common law et en même temps, par exemple, un programme de commerce ou encore un programme de relations internationales ou de Sciences Po. Il y a aussi un programme, le programme de droit canadien dont nous sommes très fiers, qui est un programme en collaboration avec le PCLF et la section de droit civil où les étudiants peuvent apprendre deux des traditions juridiques canadiennes. Pouvez-vous nous parler un peu de la section de droit civil? Il y a combien d'étudiants? Donc, en première année, on accueille environ 240 étudiants chaque année. Puis, il y a 3 ans, on essaie d'en garder, évidemment. On essaie que tout le monde reste le plus possible.
Alors, c'est une section dont la caractéristique est d'être à taille humaine comparée à d'autres facultés de droit civil au Québec. Moins d'étudiants et aussi une plus grande disponibilité des professeurs, du personnel administratif, etc. Donc, les contacts sont quand même nettement plus chaleureux que dans d'autres facultés au Québec. Il y a la proximité des institutions fédérales aussi qui font que, ben ça c'est la même chose pour la section de Common Law. On a le privilège d'être à Ottawa, donc on a à côté de nous la Cour suprême, le Parlement et d'autres institutions fédérales. Donc ça, c'est un immense avantage. Et un avantage qu'on partage aussi avec la section de Common Law, c'est que souvent les étudiants prennent un logement. Bon, dans le contexte de pandémie, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, mais ça revient. Les étudiants prennent un logement pour leurs études à Ottawa et ils se constituent ainsi tout un réseau d'amis. Ils ont des expériences pendant leurs études que n'ont pas ceux qui restent à Montréal chez leurs parents, etc. Et c'est une chose dont les anciens étudiants parlent beaucoup et qu'ils ont beaucoup aimé. Oui, c'est tellement un avantage d'être à Ottawa, de pouvoir aller voir un appel à la Cour suprême. On a le bureau d'Amnesty International, le gouvernement fédéral juste à côté. Je suis d'accord. Et il y a des liens naturels entre le PCLF et le programme de droit civil. Il y a beaucoup de collaboration entre les deux sections. C'est vraiment un privilège de vous avoir comme voisin. Oui, et Hum, d'ailleurs, moi, j'enseigne à la section de Common Law en français, donc je donne avec la professeure Paradel le cours au programme de droit canadien. Je donne le cours d'introduction, donc qui s'appelle Droit, Histoire et Société, et on parle à la fois de la Common Law et à la fois du droit civil québécois. Ben justement, j'allais vous poser quelques questions sur ce thème. Donc, ce sera peut-être une initiation à votre cours. Vous allez peut-être recruter des étudiants, ou en fait, c'est un cours obligatoire, n'est-ce pas? Oui, Au oui, oui. PCLF? D'accord. OK, donc peut-être, je vais commencer en vous posant cette question. Quelles sont, à votre avis, les distinctions vraiment les plus fondamentales entre les traditions de civiliste et common law? Une première qui est très bien, qui est en général assez connue, c'est le rôle du juge dans les deux traditions est différent. Donc, en droit civil, on a des juges qui ne créent pas de droit. Il n'y a pas de droit d'origine judiciaire dans les traditions civilistes, alors que dans les systèmes de common law, vous avez des juges qui créent leur propre droit, qui portent le nom de common law et d'equity. À côté du droit créé par le Parlement dans ses lois, on a des juges qui créent du droit. Alors, du coup, ça vous fait en premier lieu des relations entre les juges et le législateur. Quand je dis législateur, je veux dire le Parlement, quelle que soit l'autorité qui fait des lois qui est élue dans le système, ben voilà, ça c'est le législateur. Alors, les relations entre les juges et ce législateur sont fatalement différentes. Des juges qui créent du droit, comme dans les systèmes de common law, vont être en compétition avec le législateur, historiquement, puisque tous les deux créent du droit. Donc, sociologiquement, quand vous créez du droit, vous n'êtes pas très content quand vous voyez arriver la norme de l'autre en face, hein, qui vient de faire une loi. Là, donc, les juges voient arriver ça, ils se disent, ah, tiens. Donc, vous avez une relation de concurrence, de compétition, que vous n'avez pas dans les systèmes civilistes, où là, c'est le législateur qui crée ses codes, ses lois, le juge reçoit ça et il interprète les lois, il interprète le code pour les appliquer, évidemment. Cette interprétation, ça lui donne du pouvoir, mais c'est une relation de complémentarité. Le juge, il voit arriver les lois du législateur et il ne se sent pas en situation de compétition. Le statut des juges, du coup, est différent dans les deux systèmes. Vous avez des juges qui créent du droit en common law, ça leur donne un statut très exalté. Ce sont des juges, évidemment, qui ont un statut très valorisé. Ils ne sont pas nombreux dans les systèmes de common law, les juges. Je dis toujours à mes étudiants, c'est comme il y a peu de poissons dans le bocal, donc ça peut devenir des gros poissons, les juges. Tandis que dans les systèmes civilistes, vous en avez beaucoup de poissons dans le bocal, donc ça reste des petits poissons. Il y a beaucoup de juges et leur statut n'est pas exalté comme ça, ce sont plus des fonctionnaires, ils sont plus invisibles, si vous voulez, et forcément, donc dans les systèmes civilistes, les juges c'est moins valorisé. Au Québec, je m'empresse de dire que le statut des juges est le même que les juges de common law. Donc, ils ont un statut très valorisé aussi. Des juges qui créent du droit, ça veut dire qu'en common law, la valeur de leur décision en tant que décision judiciaire, leur jurisprudence, quelle est son autorité, quel est son poids, forcément, s'il y a du droit, des règles de droit dans les décisions des juges, ben forcément, les décisions, elles ont une valeur obligatoire. Ce sont les fameux précédents, alors que dans les systèmes civilistes, comme les juges ne créent pas de droit, ils interprètent les lois et les codes dans leurs décisions. Donc, ça a une influence, c'est important, ça aide après à appliquer le droit, mais ce n'est pas obligatoire. Et on n'analyse pas les décisions de la même façon, ce n'est pas la même terminologie. En common law, on interprète les décisions, les précédents, en se demandant d'abord s'il lit la cour, et puis à l'intérieur, c'est
l'interprète, l'avocat qui lit la décision, il doit faire son propre découpage. Il cherche les faits pertinents, il cherche la ratio decidendi, qui est la raison pour la décision, mais qui n'est pas écrite telle quelle dans la décision. Il faut l'interpréter, on l'obtient par interprétation. Donc peut-être votre collègue en face, il va en proposer une autre, une ratio decidendi. Et le juge ne s'arrête pas pour dire, alors voilà la ratio decidendi, 2 points, souligné. C'est pas comme ça. Et les obiter dicta, c'est toutes les considérations du juge qui ne sont pas obligatoires. Ça, c'est la structure en common law. La structure dans les systèmes civilistes, on ne parle pas du tout des mêmes catégories. On dit, on a les motifs, ce sont les raisons pour la décision, les faits, et puis on a le dispositif, c'est ce que le juge décide. Voilà la partie qui gagne, voilà ce qu'elle gagne. Donc on n'analyse pas du tout, ce n'est pas la même terminologie, et les décisions n'ont pas le même poids, n'ont pas la même autorité obligatoire. L'interprétation de la loi est aussi différente. Dans les systèmes civilistes, le juge ne peut se donner du pouvoir qu'en interprétant de façon large, c'est-à-dire de façon créative, de façon à ce que la loi s'applique dans le plus de cas possible. C'est comme ça que sociologiquement, il va avoir du pouvoir. Alors que dans les systèmes de common law, souvenez-vous de la relation de concurrence avec le Parlement, le juge voit arriver la loi du Parlement et puis il se dit, qu'est-ce qu'elle fait à la common law qui existe? Qu'est-ce qu'elle fait au droit créé par les juges qui existent déjà? Est-ce qu'elle donne plus de liberté aux gens? Est-ce qu'elle retire des libertés aux gens? Donc, les juges voient arriver cette loi avec circonspection. Ils ont plus tendance, a priori, à l'interpréter strictement. Mais ça dépend de ce que la loi fait. Si elle donne plus de droits et libertés, ils peuvent l'interpréter largement. Si elle ne fait rien à la common law, ils peuvent l'interpréter largement. Tandis que dans les systèmes civilistes, la tendance, c'est toujours l'interprétation large. Et du coup, notre législateur en common law, le Parlement canadien, là, quand il fait ses lois, il a intérêt à les écrire en tenant compte du fait que les juges ne vont pas beaucoup collaborer s'il fait des erreurs dans sa loi. Donc, les lois en common law sont toujours très, très compliquées, très longues. Il y a plein de sous-clauses, etc. Parce que le législateur essaye de prévoir ce que le plus possible de dire au juge quoi faire. La common law a-t-elle de son côté des atouts que les pays civilistes ne connaissent pas? C'est une chose qui est un peu moins connue. Tout le monde, beaucoup de monde connaît l'histoire, hein, les juges créent du droit en common law et pas en droit civil, mais moins de monde sait qu'en common law, il y a quelque chose qui s'appelle l'equity. Ceux qui ne sont pas des common lawyers ne le savent pas. L'equity, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de l'équité, hein. Au début, on pouvait traduire equity par équité, mais plus maintenant. C'est quelque chose de tout à fait spécifique et c'est le résultat d'un accident historique. En common law au Moyen-Âge, au XVe siècle, on ne s'est pas arrêté, les avocats, les juges, à se dire, tiens, on inventerait bien quelque chose de nouveau et ça va être l'equity. On ne procède pas comme ça en common law. C'est un peu l'exemple du jardin à l'anglaise. Les choses poussent naturellement dans le jardin. Donc, c'est un accident historique, l'equity. C'est une cour qui s'est créée autour du chancelier pour répondre aux insuffisances de la common law d'origine judiciaire. Donc, la common law qui était appliquée par 3 cours du roi. Et elle posait des problèmes. Donc, la cour du chancelier a commencé à régler les problèmes. Et au fur et à mesure, ça a fini par créer un nouveau droit créé par les juges à côté du premier. Donc, en common law, on n'a pas seulement un droit créé par les juges, on en a deux. On a deux systèmes de règles créés par les juges, la common law d'un côté, l'equity de l'autre. C'est comme si on avait, pour parler dans des termes civilistes, deux codes civils. Deux codes civils qui sont à la fois sur le même pied, mais ils sont différents. Et c'est inconcevable pour des civilistes, évidemment. C'est comme si on avait 2 sacs de règles aujourd'hui toujours. On n'a plus des cours différentes. On a les mêmes juges qui appliquent les 2 sacs de règles, les règles de common law, les règles d'equity. Mais il faut les 2 sacs pour comprendre des institutions fondamentales en common law, comme le trust, par exemple, la fiducie. Si on ne connaît pas l'equity, on ne comprend pas la fiducie. Sans ces 2 sacs de règles, on n'en a pas des trusts. Alors, on a essayé de transposer le trust dans d'autres systèmes comme le Québec, mais ce n'est pas facile de transposer ça dans les systèmes civilistes parce qu'on n'a pas l'équivalent de l'equity, de ces autres règles créées par les juges qui viennent compléter celles de common law, qui parfois s'y opposent d'ailleurs, qui sont en contradiction. Le mortgage, c'est un terme du Moyen-Âge. C'est un gage qui est mort, c'est de l'ancien français. C'est un gage qui est mort parce qu'il ne travaille pas pour le débiteur. Il ne fait pas du profit pour le débiteur pendant que c'est le créancier qu'il a. Eh bien, les mortgages qu'on donne aux banques quand on prend un prêt, ces mortgages, ils ont aussi besoin de l'equity pour être compris. Il faut les 2 stocks de règles pour comprendre le mortgage. Sinon, on ne comprend pas. Donc, vous voyez, il y a des choses fondamentales en common law et ça fait partie du génie de common law, c'est l'equity. Merci beaucoup. Ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a une différence dans la manière de concevoir la protection des droits et des libertés d'un système à l'autre? Oui, alors ça, c'est une chose que j'ai remarquée au fil de mes cours en donnant des décisions de droit civil à des étudiants de common law. Je m'apercevais qu'on ne pensait pas ça de la même manière. Et maintenant que je donne le cours de Convention européenne des droits de l'homme aussi à la section, je me rends compte que dans les systèmes de common law, dans les pays de common law, ce que j'observe, c'est d'abord qu'il y a une très grande place pour la liberté d'expression, beaucoup plus grande que dans les systèmes civilistes. Dans les systèmes civilistes, si la liberté d'expression vient en conflit avec un autre droit ou liberté, on va limiter la liberté d'expression.
Mais dans les systèmes de common law, la liberté d'expression, vraiment, on a très peu tendance à la limiter. Elle est vraiment sacro-sainte. Par ailleurs, j'ai remarqué que comme dans les provinces canadiennes de common law ou en Angleterre, les libertés et les droits et libertés ils sont à la disposition des individus. C'est-à-dire qu'ils peuvent y renoncer. Et ce n'est pas l'État qui va s'interposer. L'État dit, OK, on vous a donné les droits et libertés, maintenant vous décidez ce que vous en faites. Vous pouvez y renoncer. C'est une conception un peu abstraite des droits et libertés. On ne regarde pas la situation des individus, on dit, c'est à vous, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez y renoncer, vous y renoncez, il n'y a pas de problème. Alors que dans d'autres systèmes, comme le Québec, mais aussi les systèmes civilistes ailleurs, la France, la Belgique, d'autres, l'Allemagne, etc. Quand on donne des droits et libertés, l'État regarde d'une manière concrète ce qui se passe. Est-ce que les personnes y renoncent librement quand elles y renoncent? Donc, c'est une approche différente. Certaines de mes étudiantes comme nous ont dit que c'était une approche paternaliste parce qu'on essaye de protéger les individus d'eux-mêmes. Prenez l'exemple du nom des femmes mariées. Le nom des femmes mariées, en Belgique, au Québec, on impose aux femmes de garder leur nom de jeune fille. Pourquoi est-ce que le législateur a fait ça? Parce qu'il s'est dit, sinon, il y en a qui vont faire pression dans les familles sur les femmes pour qu'elles prennent le nom du mari et elles ne pourront pas choisir librement. Elles vont un peu devoir le faire parce qu'elles y sont poussées par leur entourage. Il faut aller souper chez belle-maman et puis vous avez belle-maman qui est vraiment pas contente parce que l'épouse n'a pas pris le nom de son fifi, son nom à elle, c'est très mal, etc. Donc, c'est pas marrant d'aller manger chez belle-maman et puis d'aller dans la famille quand c'est comme ça. Donc, concrètement, pour la personne, il y a des pressions. Et les systèmes civilistes tiennent compte de ça. Donc, voilà, ils vont faire une règle comme les femmes doivent garder leur nom de jeune fille. Alors que dans des systèmes de common law, on va dire, bon, elles prennent le nom qu'elles veulent, c'est la liberté, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc, il y a une approche qui est sensiblement différente et ça se marque un peu partout. Très bonne explication et j'ai beaucoup aimé votre exemple. Parlons maintenant de la faculté de droit. Donc, vous avez mentionné ces distinctions entre les systèmes juridiques. Comment est-ce qu'elle affecte votre enseignement du droit? Est-ce qu'on enseigne le droit civil et la common law de la même manière? Non, je suis bien placée pour le savoir parce que je donne cours à la fois à la section de droit civil et à la fois à la section de common law. C'est toujours un choc pour les étudiants du PDC quand on arrive avec notre cours de droit, histoire et société et qu'on leur dit, hey, il va y avoir une matière à apprendre. Hein. Parce que à la section de droit civil, particulièrement dans les matières de droit civil qui sont dans le code, on a une matière à transmettre. Il y a des concepts juridiques, une masse de concepts juridiques très sophistiqués qui nous vient du droit romain. Alors en droit romain, on a fait du droit une science. Ça a été une étape décisive pour le droit. On a créé un droit subtil, on a réfléchi sur le droit dans l'abstrait, on l'a sorti des cours et tribunaux, on a eu des professionnels du droit qui ont vraiment réfléchi sur le droit, et ce sont tous ces concepts-là qu'ils nous ont légués. Tout notre droit des biens, il est fondé sur le droit romain. En droit des contrats, beaucoup de catégories nous viennent du droit romain aussi. Donc, toutes ces catégories-là, vous les retrouvez dans le Code civil et elles expliquent l'unité des codes civils dans le monde. Vous regardez un code civil en Amérique du Sud, si vous êtes un civiliste, vous regardez le brésilien, vous regardez l'argentin, vous retrouvez les mêmes catégories, elles viennent du droit romain. C'est ce qui explique l'unité des systèmes civilistes, c'est cette masse de concepts sophistiqués qui nous viennent du droit romain. Donc, on doit les transmettre, ces concepts-là. Alors qu'en common law, on a davantage l'impression qu'il faut juste apprendre à penser comme un avocat, apprendre à bâtir des argumentations sur la base des décisions, sur la base de précédents, y compris des décisions qui appliquent des lois d'ailleurs. Et le juge est plutôt considéré comme un ingénieur social. Donc, il y a moins d'emphase sur une matière à transmettre. D'ailleurs, quand j'étudiais le droit à l'université de Moncton, j'étudiais la common law à Moncton, il y avait des professeurs qui disaient « Oh, vous verrez ça dans la pratique ». Ils ne se sentaient pas stressés parce qu'on ne voyait pas toute la matière. Ce n'était pas grave. Alors que moi, quand j'enseigne droit des biens à la section droit civil, je vous assure que s'il me manque quelque chose, je me sens vraiment mal et je dis non, il faut qu'on avance, il faut qu'on le voit. On a vraiment une matière à transmettre. Donc ça, c'est très différent entre les deux. Donc, est-ce que ça a des conséquences sur la manière que vous enseignez? Oui, ça en a. Il y a des répercussions sur l'enseignement parce que la matière première, comme on vient de le dire, est différente. Évidemment, on va beaucoup se baser sur le code dans les matières du code civil, sauf en responsabilité civile extra-contractuelle où là, vous avez une poignée d'articles. Donc, nécessairement, vous n'avez pas beaucoup dans le code. Il va falloir plus se tourner vers la jurisprudence et la doctrine. Mais dans le reste, droit des biens, droit des successions, droit de la personne, de la famille, droit des des contrats, vous avez beaucoup d'articles dans le code. Donc, on se fonde sur le code et puis on interprète le code en s'aidant à la fois de la jurisprudence et à la fois de la doctrine. C'est à égalité, ça nous aide à interpréter le code. Alors qu'en common law, encore une fois, on va lire des décisions, on va essayer d'apprendre par osmose aux étudiants à raisonner comme des avocats, raisonner comme des juges et à bâtir leur propre argumentation. Au niveau des modes d'évaluation, du coup, vous avez aussi des différences. Forcément,
hein. Vous allez avoir des examens de contrôle de connaissances en droit civil. Sur les matières civilistes, il faut que les concepts soient connus. Alors, il faut qu'on vérifie. Et comment est-ce qu'on vérifie? On vérifie un cahier fermé naturellement. Il faut que les étudiants aient intégré ces concepts pour qu'ils puissent jongler avec, les connecter aux autres, etc. Alors qu'en common law, évidemment, euh, ce sont des examens à cahier ouvert et il n'y a pas de réponse type qui est attendue. Vous bâtissez votre raisonnement et puis le professeur va regarder ça, il va donner une note en fonction de s'il est convaincant ou pas, mais il n'y a pas une bonne réponse attendue, alors que en droit civil, il y a un corrigé, il y a une bonne réponse attendue, c'était tel article qu'il fallait utiliser, interpréter comme ça et pas un autre. Donc, au niveau après je vais dire des révisions de notes, vous avez une attitude différente, puisqu'en droit civil, on attendait une bonne réponse, donc vous ne pouvez pas vraiment contester, tandis qu'en common law, vous pouvez dire au professeur, mais quand même, mon raisonnement n'était pas si mal, etc. Il y a beaucoup plus de place pour l'argumentation là-dedans, évidemment. Cette manière différente de penser au droit a-t-elle des conséquences aussi sur la recherche? Oui, évidemment, hein, c'est la suite logique de ce qu'on vient de dire. En droit civil, dans les systèmes civilistes, que vous soyez en Amérique du Sud ou en Europe, dans tous les systèmes qui ont des codes, on est les héritiers d'une tradition où le droit est une science du droit. Le droit, c'est une des plus anciennes disciplines universitaires. On l'a redécouvert au Moyen Âge. On a le droit romain, le droit de l'Église, le droit canon. On les a enseignés à l'université à partir du XIIe siècle. Imaginez comme c'est une ancienne discipline universitaire. Donc, dans ces systèmes-là, on peut faire une thèse juste sur du droit. Alors que dans les systèmes de common law, on trouve que quand même, le droit, c'est une cuisine de professionnels. Il n'y a pas de vrai contenu, c'est juste de l'ingénierie sociale, etc. Et évidemment, la common law n'a pas atteint le stade jurisprudentiel, la création de la science du droit à Rome. Donc, quand on fait une thèse en common law, une thèse de doctorat, il faut mélanger autre chose au droit, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, hein. Ça peut être de la biologie, de la chimie, de la sociologie, de l'histoire, tout ce que vous voulez, même des mathématiques, mais quelque chose de plus légitime que la common law, parce que la common law, c'est juste une cuisine de professionnels. Donc ça a une incidence aussi. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'un problème juridique ou un enjeu juridique et nous décrire comment il serait abordé différemment selon la tradition de droit civil ou de common law? Un exemple que je donne toujours en première année quand je présente la common law et le droit civil, euh, on a parlé de la responsabilité civile extra-contractuelle et de la notion de faute, hein. On a vu en droit civil, ça se base sur la notion de faute, dommage, il y a de causalité. Et en common law, c'est un peu plus complexe. Mais prenons deux affaires. Une affaire de dirigeable en 1917 qui s'en va devant la Cour de cassation française, 1915, pardon, pas 17, Clément Bayard. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous avez deux voisins. Les voisins ne s'entendent pas très bien, comme c'est parfois le cas malheureusement entre voisins. Il y en a un qui aime bien les dirigeables, alors il a un aéroport de dirigeables sur son terrain. Le voisin n'aime pas les dirigeables parce qu'il survole son terrain avant de se poser sur le terrain du voisin. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur son terrain? Il érige une structure avec du bois qui fait au moins 8 mètres de haut, il met des piquets en métal dessus, et le pauvre dirigeable, quand il essaye d'aller se poser sur le terrain du voisin, il vient crever sur les pics, évidemment, et il va se dégonfler sur son terrain d'atterrissage. Alors, vous avez évidemment le propriétaire des dirigeables qui s'en va devant les cours en disant, mais il faut l'empêcher de crever mes dirigeables comme ça quand il passe sur son terrain. Le problème, c'est que le droit de propriété est conçu par le Code civil d'une manière très absolue. On dit que le propriétaire peut faire tout ce qu'il veut, sauf ce qui est interdit par les lois et règlements. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas une loi qui vous interdit d'avoir cette structure en bois sur votre terrain avec les pics en métal dessus. Donc, a priori, le propriétaire voisin avait le droit de la mettre, sa structure. Mais le juge va interpréter créativement le code. Hein, souvenez-vous, il ne crée pas de droit lui-même. Il ne peut pas créer une règle comme ça. Donc, il va aller regarder ce qu'il y a dans le code. Il se dit, cette notion de faute-là, elle n'est pas définie dans le code, hein, qui est à la base de la responsabilité civile extra-contractuelle. Comment est-ce que je vais définir la faute? Je vais dire, moi, que le propriétaire qui utilise son droit de propriété uniquement pour nuire à son voisin, il commet une faute, il abuse de son droit. C'est ce qu'on va appeler un abus de droit. Alors, il faut bien comprendre que là, le juge n'est pas en train de créer, d'inventer le principe d'abus de droit à partir de rien du tout. En fait, il interprète la notion de faute dans le code. Donc, il doit toujours raccrocher son interprétation à un article d'une loi ou d'un code. C'est ce qu'il fait ici. Mais on voit bien le pouvoir créateur. Hein. C'est facile, évidemment. Avec une notion comme la faute, qui est une notion très générale, vous pouvez mettre beaucoup de comportements sous le parapluie de la faute, en quelque sorte. En common law, c'est plus difficile. Prenons une situation similaire, une histoire de renard argenté. Hollywood Silver Fox Farm, 1936, on est en Angleterre. Deux voisins encore. Un voisin qui, lui, n'a pas des dirigeables, mais il a un élevage de renards argentés. Alors, le voisin n'aime pas les renards argentés, comme l'autre en France n'aimait pas les dirigeables. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à tirer au fusil
quand les renardes sont enceintes pour qu'elles fassent des fausses couches. Donc, le propriétaire des renards argentés fait la même chose que celui des dirigeables. Il va devant les cours et il dit, mais je veux qu'on me donne une injonction qui interdise aux voisins de tirer comme ça pendant la période de gestation des renards. Et là, c'est un peu le même problème. Et il est pire en common law parce qu'en common law des délits, des torts, les torts, hein, c'est un ancien mot français après tout, on doit trouver un tort qui correspond à notre affaire. Ils existent en nombre limité parce que la common law s'est construite de manière historique à partir de certaines procédures. Et si on n'arrive pas à tomber dans un des torts, une des causes d'action en responsabilité qui existent, on n'a pas d'action. On n'a pas donc de protection, on n'a pas le droit à quelque chose devant le juge. Le juge, il pourrait, on le lui a demandé dans ce cas-là, créer un nouveau tort, un nouveau délit d'abus de droit. Ce n'est pas ce qu'il va faire. Les juges de common law se méfient des catégories générales. Ils n'aiment pas trop ça. Bonne foi, abus de droit. Qu'est-ce que les autres juges vont faire avec une affaire pareille une fois qu'on l'aura dit? Les juges ne créent pas du droit en common law, ça c'est une autre chose intéressante. En common law, les juges ne créent pas du droit comme le Parlement. Ils le créent à partir de situations de faits. Ils n'aiment pas trop les principes généraux. C'est plutôt pour le législateur. Ça, le juge, il ne sait pas trop ce que les autres juges vont en faire. Alors ici, qu'est-ce que va faire le juge? Il ne va pas laisser le demandeur et ses renards sans recours, mais il va se baser sur les délits qui existent, les catégories qui existent, et il va en étendre une. Il va dire, moi je vois là-dedans un cas de nuisance. Oh, c'est parce que ça empêche le propriétaire des renards de profiter de son terrain, de faire ce qu'il veut dessus, comme d'élever des renards. Donc là, l'intention de nuire du voisin, elle est importante parce qu'elle active le délit de nuisance, mais c'est un délit qui existe déjà. On n'a pas inventé un délit d'abus de droit. Donc, vous voyez, les situations sont un peu plus complexes parfois pour les juges de common law parce qu'on procède sur la base de précédents et pas de principes généraux. L'avantage du principe général, c'est qu'après, vous pouvez l'interpréter beaucoup plus librement. Ce sont des exemples très intéressants, merci, qui illustrent très bien les différences. Je suis tellement reconnaissante pour votre contribution aujourd'hui. J'envie les étudiants du programme de droit canadien qui auront tout un cours sur les différences entre ces deux traditions juridiques. Merci de nous avoir initiés à ces deux traditions juridiques dans ce balado. J'en profite pour parler un peu de quelques opportunité pour les étudiants de Common Law de mieux connaître la section de droit civil. Il y a la rentrée solennelle à chaque mercredi, le premier mercredi de septembre à chaque année. Il y a beaucoup de collaboration aussi. Il y a le Centre de droit public qui est une collaboration entre les deux sections. Et au cours de l'année, il y a souvent des conférenciers, des conférences où les étudiants de Common Law peuvent aussi participer et aller en droit civil, en Common Law, quand on a des conférences et des conférenciers, les étudiants de droit civil sont aussi invités. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre à bien connaître les deux traditions juridiques, qui ne sont pas présentement inscrits dans le programme de droit canadien, il y a le programme national, n'est-ce pas, où les étudiants qui ont étudié la Common Law peuvent, après avoir terminé leur étude, faire 1 an de droit civil et obtenir ensuite leur diplôme de droit civil. Et aussi l'inverse, pour les étudiants de droit civil, peuvent faire leur Common Law dans 1 an. Et entre-temps aussi, simplement, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Donc, les étudiants de droit civil qui s'intéressent au programme de Common Law français, vous pouvez nous suivre sur Common Law FR. Et les étudiants de Common Law qui s'intéressent à la section de droit civil peuvent suivre sur Twitter la section de droit civil DR Civil U Ottawa. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter avant que je vous laisse, professeur Debrusch? Non, je veux vous remercier de m'avoir donné la possibilité de parler d'un sujet que je trouve absolument passionnant. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait mon droit en Belgique. Je suis venue au Canada parce que ma passion, c'est le droit comparé. Et le système canadien, c'est vraiment du droit comparé vivant. Deux traditions qui ont chacune leur génie propre. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. L'intérêt du droit comparé, c'est de voir vraiment toutes les richesses de chacune. Je pense que c'est un grand trésor qu'il y a au Canada et c'est passionnant à étudier. Alors, merci beaucoup. Merci. En fait, vous m'avez devancé la question que j'allais vous poser comme la question qui tue, à tout le monde en parle, la question, quelle est votre tradition juridique préférée? Ah, mais ça, on peut le demander parce que je dis toujours à mes étudiants,
vous allez voir, spontanément, vous allez préférer une ou l'autre, mais c'est simplement parce que vous, ça vous retrouvez dedans. J'ai des collègues à la section de common law en français qui préfèrent le droit civil, c'est-à-dire qu'ils le trouvent plus satisfaisant. La common law, ils trouvent ça énervant, la manière dont ça procède. Moi-même, je me suis retrouvée bien dans la common law. Ça reste une tradition avec laquelle je suis très à l'aise, mais c'est des préférences personnelles et vous allez vous en rendre compte au fil de vos études. Ah ben, merci beaucoup d'avoir partagé cette information avec nous. Encore, merci de votre expertise. Votre passion est contagieuse et je suis certaine que vous allez avoir déjà des fans dans votre cours qui anticipent beaucoup mieux découvrir ces belles traditions. Donc, merci aussi à la professeure Thériault qui a organisé cette belle collaboration et au plaisir de collaborer ensemble encore à l'avenir. Un grand merci à vous aussi. Vous venez d'écouter un épisode de la série de balado-diffusion de l'orientation du programme de Common Law français de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Vous pouvez vous abonner à cette série sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou sur YouTube avec des sous-titres. Si vous êtes un étudiant ou une étudiante de première année de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, vous pouvez également trouver des informations supplémentaires sur la page de l'orientation de Brightspace. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bonne journée.